Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce cours sur le test de comparaison d'une moyenne à une norme. Alors ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ça va être les implications derrière un tel test, comment établir un test de comparaison d'une moyenne à une norme, savoir quand utiliser la table de la loi normale centrée réduite, et savoir quand utiliser la table de student. Alors je vous propose quelques définitions pour vous aider un peu derrière tout ça, c'est-à-dire qu'on prend les implications derrière ce test, qui peut paraître un peu obscur et un peu abstrait pour vous. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va avoir du coup une population avec sa moyenne et son écart type, et un échantillon, avec sa propre moyenne et son propre écart type. Et ce qu'on va chercher à savoir en fait, c'est est-ce que cet échantillon fait partie de la population, donc quelle est la probabilité que l'échantillon ne fasse pas partie de la population, et est-ce que cette probabilité est supérieure à un seuil. Donc si vous vous souvenez du cours sur la loi normale, en fait, vous vous souvenez qu'on peut, à partir d'une loi normale, estimer ses probabilités grâce à la loi normale centrée réduite. Donc la loi normale, elle va avoir des paramètres, du coup deux paramètres, la moyenne et l'écart type. Et du coup, pour avoir du coup ces valeurs centrées réduites, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va centrer réduire tout simplement les valeurs. Pour centrer réduire, on va juste appliquer cette formule. Donc x moins mu divisé par sigma. Donc x, une valeur qu'on va prendre. Mu, c'est la moyenne de notre loi normale. Et sigma, c'est son écart type. Donc admettons par exemple qu'on veuille prendre une valeur. Donc x qui vaut 210. Donc si on veut centrer réduire cette valeur, on fait 210, donc notre valeur, moins 150, la moyenne, divisé par 30, l'écart type, ce qui nous donne 2. Et en fait, on voit bien que les aires en blanc, donc c'est-à-dire ce qui correspond à plus 2 ou moins 2, ça correspond à peu près du coup sur notre loi normale du coup qui est à gauche, à plus 210 et moins 90. C'est-à-dire qu'on va retrouver exactement les mêmes endroits sur notre loi normale qu'on avait, on va les retrouver du coup sur notre loi normale centrée réduite. L'avantage de ça, du coup, c'est que une loi normale centrée réduite, on va pouvoir calculer facilement ses probabilités à l'aide de la table justement de la loi normale centrée réduite. Alors que calculer des probabilités sur une loi normale quelconque, du coup, avec sa propre moyenne et son propre écart type, là du coup ça va être plus compliqué, il va falloir calculer les probabilités. Alors qu'avec la table de la loi normale centrée réduite, on a déjà toutes ces probabilités, donc on aura juste à les chercher sur la table. Donc par exemple, admettons qu'on ait notre loi normale centrée réduite, du coup de moyenne 0 et d'écart type 1, si vous vous souvenez, c'est les propriétés même en fait de la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire que c'est une loi normale, mais qui a pour moyenne 0 et pour écart type 1. Admettons du coup qu'on veuille la probabilité des aires en blanc, donc on va chercher sur la table de la loi normale centrée réduite. Donc on remarque que les aires en blanc ça correspond à plus 2 ou moins 2. En fait on va chercher tout simplement 2 sur la table de la loi normale centrée réduite, ce qui va nous donner du coup les deux côtés. Du coup ça nous donne 4,6%. Si on voulait par exemple juste un des deux côtés, on devrait diviser cette probabilité par 2. Parce que du coup on aurait, en l'occurrence la 4,6 divisé par 2 ça fait 2,3%. Donc on aurait eu 2,3% qu'un individu se situe au-dessus de 2 ou en dessous de moins 2. Mais là du coup 4,6% ça nous donne supérieur à 2 ou inférieur à moins 2. Voilà, c'est tout. Du coup pour en revenir à tout à l'heure, on a notre population avec sa propre moyenne et son propre écart type. Et on a un échantillon avec sa propre moyenne et son propre écart type. Et ce qu'on va chercher à faire du coup, ça va être toujours de centrer réduire les valeurs. Donc avec la même formule que tout à l'heure, donc x, une valeur, moins mu, la moyenne de la population divisée par sigma, l'écart type de la population. Donc on va changer un peu cette formule pour l'adapter à notre situation. Et du coup on va avoir cette formule là. Donc on voit qu'elle est très proche de la formule qu'on avait juste avant, sauf qu'il y a quelques trucs qui ont changé. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va prendre x bar, donc la moyenne de l'échantillon, moins mu, la moyenne de la population. C'est-à-dire qu'on ne fait plus x, une valeur, moins mu, la moyenne de la population.
on fait x bar la moyenne de l'échantillon, qui est aussi une valeur, moins mu la moyenne de la population, divisé par sigma, ça change pas du coup, divisé par racine de n, donc ça c'est une petite nouveauté du coup qui apparaît ici. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça? En fait, c'est pour donner de l'impact, de l'importance à la taille de l'échantillon. Parce que plus l'échantillon va être grand, plus on va être confiant dans notre calcul et dans notre décision surtout de considérer que notre échantillon fait ou ne fait pas partie de la population. Donc plus notre échantillon va avoir de personnes, plus on va être confiant dans cette décision. Donc c'est pour ça qu'on rajoute racine de n, pour prendre en compte justement la taille de l'échantillon. Donc on peut avoir une variante à cette formule, qui est donnée juste ici. La seule chose qui change par rapport à la formule d'en haut, on le voit, c'est le S. Et du coup, le S, c'est juste l'écart type de l'échantillon. En fait, cette formule, elle apparaît seulement si on n'a pas l'écart type de la population. On peut se servir de l'écart type de l'échantillon, au cas où on ne l'est pas. Donc voilà, c'est la seule chose qui change, c'est juste qu'on remplace le sigma par le S, donc l'écart type de la population par l'écart type de l'échantillon, qu'on va pouvoir calculer, lui. Donc ça, du coup, ça va nous donner un score empirique. Et ce qu'on va vouloir savoir, du coup, c'est est-ce que ce score empirique est supérieur à un score théorique qu'on va estimer au préalable, qui va être notre seuil. Si c'est le cas, si le score empirique est supérieur au score théorique, ça veut dire que l'échantillon ne fait pas partie de la population. Donc maintenant, on va voir du coup comment est-ce qu'on construit un test d'hypothèse, un test de comparaison d'une moyenne à une norme. Donc on va tout d'abord poser les hypothèses, donc H0 et H1. On va calculer une valeur empirique, on va calculer du coup notre valeur théorique, on va les comparer, et on va établir une conclusion à partir de notre comparaison. Donc je vous propose 2 exercices pour essayer de vous familiariser un peu avec tout ça. Du coup, admettons qu'on ait un groupe de 10 personnes de la faculté qui ont suivi ce cours de mathématiques. Donc on donne ici leurs notes. On sait que la note moyenne de la totalité des étudiants de ce test est de 14. Les étudiants ayant suivi ce cours ont-ils eu significativement une meilleure note que la population? Donc voilà, on a notre problématique. On peut commencer du coup par poser les hypothèses. Donc H0, les étudiants de ce cours n'ont pas eu significativement une meilleure note que la population. Et H1, les étudiants de ce cours ont eu significativement une meilleure note que la population. Donc pour vous souvenir du coup, H0, ça va toujours être les étudiants n'ont pas eu, il n'y a pas de différence significative entre l'échantillon et la population. Et H1, ça va être il y a une différence significative entre l'échantillon et la population. Ok, du coup maintenant on va calculer la valeur empirique. Donc ici on a choisi la formule x bar, donc la moyenne de l'échantillon moins mu, la moyenne de la population divisée par S, divisé par racine de n. Donc ici en fait on prend cette formule là parce qu'on n'a pas dans l'énoncé l'écart type de la population. Donc en fait on va devoir le calculer à partir de l'écart type de l'échantillon. Donc on va prendre du coup l'écart type de l'échantillon. Ok, donc x bar, l'écart type de la moyenne de la population, on peut la calculer assez facilement, hein. C'est toutes les valeurs divisées par le nombre de valeurs, donc 18 plus 16 plus 20 plus 17 plus 19 plus 18 plus 17, voilà, divisé par 10, donc le nombre total de notes, ce qui nous donne 18. Mu, c'est donné dans l'énoncé, en fait, c'est la moyenne de la population, c'est 14. S, du coup, c'est l'écart type. Donc pour calculer l'écart type, ce qu'on fait avant, du coup, c'est qu'on calcule la variance. Du coup, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. En fait, on est obligé de calculer la variance pour calculer l'écart type après. C'est-à-dire qu'on calcule la variance et on fait la racine carrée de la variance pour avoir l'écart type. Du coup, la variance, ça va être à chaque fois la valeur moins la moyenne au carré. Donc on fait la somme de tout ça. Et ensuite, on divise par le nombre de personnes moins 1 pour avoir du coup le S carré. Donc là, du coup, dans cet exemple, on a 18, donc la valeur de la note de l'étudiant 1, moins 18, la moyenne au carré, plus 16, la note de l'étudiant 2, moins 18, la moyenne au carré,
plus 20, du coup, la note de l'étudiant 3, moins 18, la moyenne au carré, etc., etc. Donc on divise par le nombre de notes, donc 10, moins 1, ce qui nous donne 2,2222. Alors on fait moins 1, c'est pour combler un biais en fait dans le calcul de l'écart type quand on calcule l'écart type de l'échantillon. Donc il y a une démonstration mathématique derrière tout ça, mais bon, je ne vais pas la présenter ici parce que ça servirait pas à grand chose. Juste retenez que pour calculer l'écart type de l'échantillon, le S du coup, on fait 10 moins 1. Donc du coup maintenant on a notre variance. Et pour calculer notre écart type, donc on fait la racine carrée de cette variance, ce qui nous donne 1,49. Donc racine carrée de 2,2222, ce qui nous donne 1,49. Ok. Du coup maintenant on a toutes nos valeurs pour pouvoir remplir la formule qui était à gauche. Donc x bar, la moyenne de l'échantillon c'est 18, moins mu, la moyenne de la population c'est 14, divisé par 1,49, l'écart type de l'échantillon, divisé par racine de n, donc le nombre de personnes, ce qui est 10, ce qui nous donne 8,48. Du coup, si on calcule notre valeur théorique, donc on prend une probabilité, donc alpha est égal à 0,05, c'est un peu une convention de prendre 0,05. Si on vous ne demande pas un seuil en particulier, prenez 0,05, c'est une convention dans beaucoup de domaines, y compris en psychologie. Ici, on va être sur une table de students, donc on va devoir calculer un degré de liberté. Alors pourquoi est-ce qu'on est sur une table de students? C'est parce qu'on a un groupe de moins de 10 personnes, de 10 personnes, donc de moins de 60 personnes. Et du coup, on utilise la table de students dans ce cas-là. C'est-à-dire quand on a du coup un échantillon qui est de taille de moins de 60, quand on a moins de 60 personnes du coup dans l'échantillon. Donc là c'est le cas, et du coup on va chercher non pas dans la table de la loi normale centrée réduite, mais dans la table de student notre valeur théorique. Et du coup pour ça on doit calculer un degré de liberté. Donc le degré de liberté il est assez simple à calculer, c'est n, donc le nombre de notes d'étudiants, moins 1, ce qui nous donne 9, donc 10 moins 1 du coup ce qui nous donne 9. Et si on cherche du coup dans la table de students, probabilité du coup 0,05 et degré de liberté 9, ça nous donne 2,26. Ok, du coup on a notre valeur théorique. Et maintenant du coup si on veut comparer notre valeur empirique avec la valeur théorique, les petites barres du coup ça veut juste dire qu'on prend la valeur absolue à chaque fois, c'est-à-dire que du coup si on a une valeur négative, si on avait genre par exemple moins 2,22, on aurait pris 2,22. La valeur absolue, ça veut juste dire que si on a une valeur négative, elle devient une valeur positive. Ok, donc la valeur absolue de notre T empirique, du coup de notre valeur empirique, est supérieure à la valeur absolue de notre valeur théorique. Du coup, la conclusion qu'on peut faire à partir de tout ça, c'est qu'on rejette l'hypothèse nulle avec un seuil alpha est égal à 0,05. Les étudiants ayant suivi ce cours ont obtenu significativement une meilleure note que la population. Ok, donc je vous propose de passer à un second petit exercice. Ici du coup ça va être un groupe de 100 personnes, cette fois de la faculté, qui ont suivi ce cours de mathématiques. Et ils ont obtenu une moyenne au partiel de 18 avec un écart type de 2. Alors on sait que la note moyenne de la totalité des étudiants de ce test est de 14 avec un écart type de 3. Et la question c'est, les étudiants ayant suivi ce cours, toujours, ont-ils significativement eu une meilleure note que la population? Donc on va commencer par poser les hypothèses. Donc les hypothèses, elles ne changent pas, c'est toujours les mêmes là, ici. Donc H0, les étudiants de ce cours n'ont pas eu significativement une meilleure note que la population. Et H1, les étudiants de ce cours ont eu significativement une meilleure note que la population. On va calculer notre valeur empirique. Donc ici, c'est x bar moins mu divisé par sigma, divisé par racine de n. Donc ici, on a sigma. Sigma, si vous vous souvenez, du coup, c'est l'écart type de la population. Donc comme on l'a, du coup, on va pouvoir l'utiliser. Donc on va utiliser cette formule plutôt que de calculer l'écart type de l'échantillon. Surtout que sur 100 personnes, vous avez vu comme c'était galère du coup pour l'exercice juste avant. Donc calculer l'écart type
pour 100 personnes, ça aurait été vraiment long. Donc là, ça tombe bien. On a l'écart type de la population, donc on va pouvoir l'utiliser. On a du coup dans l'énoncé quelques indices. Du coup, x bar, donc la moyenne de l'échantillon, ça vaut 18. Mu, donc la moyenne de la population, c'est 14. Sigma, l'écart type de la population, c'est 3. Et le nombre de personnes dans notre échantillon, c'est 100. Du coup, on a tout pour résoudre cette formule. Donc, x bar, 18, moins mu, 14, divisé par sigma, 3, divisé par racine de n, 100, ce qui me donne du coup 13,333. Donc maintenant, pour calculer notre valeur théorique, cette fois-ci on va regarder dans la table de la loi normale centrée réduite pour avoir notre valeur théorique, parce que du coup notre échantillon il est de taille 100, donc c'est supérieur à 60. Du coup on regarde dans la table de la loi normale centrée réduite. Donc si on regarde du coup 0,05, si on essaie de le trouver du coup dans la table de la loi normale centrée réduite, ça nous donne une valeur théorique qui vaut 1,96 du coup si on regarde sur les côtés. Voilà, du coup on a obtenu notre valeur théorique. Donc on a encore une fois pris du coup un seuil est égal à 0,05. Donc je vous dis, si on vous demande pas, prenez 0,05, c'est une convention. Et du coup voilà. Donc maintenant on va comparer ces deux valeurs. Donc la valeur absolue de 13,333 est supérieure à la valeur absolue de 1,96. Du coup la conclusion qu'on peut faire de tout ça, c'est que, encore une fois, on rejette l'hypothèse nulle avec un seuil alpha est égal à 0,05. Donc les étudiants ayant suivi ce cours ont obtenu significativement une meilleure note que la population. Voilà, donc c'est tout pour ce cours. J'espère qu'il vous a été utile et je vous souhaite à bientôt dans une prochaine vidéo.